Bien, à nouveau, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui est organisé dans le cadre du Hub Innovinfra. Nous avons chacun, membre du Hub, un petit créneau pour vous faire un webinaire. Et dans le cadre du webinaire de ce jour, nous vous proposons un sujet assez d'actualité qui est comment gérer la donnée numérique en respectant l'ensemble des standards. Alors, pour cette webinaire, nous allons vous faire une première petite présentation. Ah oui, pour rappel, donc ce webinaire fait suite à un certain nombre d'autres webinaires, dont certains ont déjà eu lieu. Et en décembre, puis en janvier, qui ont eu pas mal de succès. Enfin, un dernier webinaire aura lieu organisé par ODIS le 2 juillet. Celui-ci avait dû être reporté, par contre, pour des raisons techniques, je crois. Et il aura pour question des ponts pour franchir le cap du PIN. Donc, je vous incite à vous y inscrire dès maintenant. Donc, nous allons démarrer notre webinaire aujourd'hui sur le sujet de comment gérer la donnée numérique en respectant l'ensemble des standards. Et ce sujet n'étant pas à déconnecter d'un projet que vous connaissez certainement, qui est le projet national Mind de saison 2. Nous allons commencer par une présentation de Pierre Benning, qui est malheureusement retenu ce matin, mais qui va vous présenter, qui a fait une vidéo de présentation assez générale de Mind. Si vous avez des questions à la suite de cette vidéo, très courte, Christian Grosbeau, qui est l'animateur pour la partie ensuite applicative, ou comment gérer la donnée en partant de sa propre expérience et également du travail qu'il effectue dans le cadre du projet Mind, eh bien, pourra répondre également à vos interrogations. Voilà, donc j'espère que tout le monde voit très bien l'écran. Je vais cependant le désactiver pour pouvoir vous passer la vidéo et ensuite je demanderai à Christian donc, de se présenter et puis de prendre la main pour la présentation. Merci à tous. Alors, évidemment, ça ne marche pas comme prévu. Mind est un projet national de recherche. Mind signifie modélisation des informations interopérables pour les infrastructures durables. Son enjeu est ambitieux, structurer et maîtriser les informations à échanger par les acteurs des projets d'infrastructure pendant tout leur cycle de vie. Un autre enjeu, bien sûr, est de faire monter en compétences BIM l'ensemble de l'écosystème français du secteur de la construction. Mind est soutenu par le ministère de la Transition écologique. Il est administré par l'IREX et est doté d'un budget supérieur à 5 millions d'euros, budget venant principalement des cotisations et des ressources mises à disposition par les membres du projet. Mind saison 1 s'est terminé en 2018 et a produit une quarantaine de livrables disponibles sur le site internet mind.fr. Mind saison 2 est en cours de réalisation, avec une terminaison prévue en 2022. 60 partenaires ont rejoint le projet. Ils sont représentatifs de l'ensemble du secteur de la construction en France. Des donneurs d'ordre, des ingénieristes, des constructeurs, des grands laboratoires comme le CEREMA, le BRGM, le CETU, l'IGN, la FIB ou le CSTB. Des fédérations, des éditeurs de logiciels, des experts et des cabinets conseils, sans oublier de grandes écoles et des grandes universités. Le projet est vaste et ambitieux. Il est basé sur 6 thèmes de réflexion et un observatoire des pratiques. 20 groupes de travail sont à l'œuvre et plus de 250 contributeurs sont actuellement mobilisés. La donnée est au centre des réflexions, même si l'humain reste évidemment au centre des décisions et des pratiques de tout projet de construction. D'abord, la structuration des données, essentielle pour bien s'échanger des informations fiables. Puis la création de données et leur gestion au sein de systèmes collaboratifs. La collecte des données pour connaître le bâti existant et le contexte de nos projets. La qualification des données pour valider la fiabilité des données de construction
au regard des données de conception. L'utilisation des données avec des sujets de rétro-engineering dans les projets de rénovation ou de démantèlement. Et enfin, la collaboration avec les notions de CDE, le Common Data Environment de la norme ISO 19650. Les groupes de travail sont détaillés ici. Le but n'est pas de les passer en revue, mais de vous montrer un aperçu des sujets abordés, depuis la structuration des nouvelles classes IFC jusqu'à l'utilisation des plateformes collaboratives, aux jumeaux numériques, au PLM, le Product Lifecycle Management de l'industrie, mais aussi aux processus émergents que sont le CIM, le City Information Modeling, ou les IoT, l'Internet des objets. Les réflexions et discussions sont en cours et déboucheront sur des livrables disponibles sur le site mind.fr en 2021 ou 2022. Mind a monté de nombreux partenariats et coopère avec de nombreuses initiatives françaises et internationales. De nombreux sujets sont connexes et doivent être traités avec le maximum de synergie pour éviter le gaspillage de ressources. Une des grandes réussites de Mind est de participer et de piloter plusieurs groupes de définition des IFC pour les infrastructures, en association avec les organismes certificateurs qui devront bientôt certifier ces nouvelles classes d'objets dédiées au domaine des travaux publics et du génie civil. Mind vient de rejoindre le projet Atlas, qui peut être considéré comme l'équipe de France des normes pour accompagner la transformation numérique des filières industrielles françaises. Mind est structurant pour la filière de la construction française, reconnue sur le plan national et international. C'est une démarche unique en Europe. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site internet www.mind.fr. Je vous remercie pour votre attention. Ben, merci en tout cas à Pierre pour avoir fait ce premier travail. Nous n'avions jamais fait de film un petit peu de présentation générale du projet, donc c'est une première et je pense que c'est un travail intéressant. Je vous rappelle que la semaine prochaine a lieu également le congrès BIMworld qui s'intéresse particulièrement à ces sujets pour lequel le projet National Mind est très investi avec des présentations tout au long des 2 journées qui auront lieu donc le 23 et le 24 juin, la semaine prochaine. Voilà, je passe maintenant la parole à Christian Grosbeau et qui normalement voilà là et je l'invite à se présenter. Voilà, je vais vous partager mon écran. Donc Christian Grosbeau, je travaille dans la société Egis et là je vais intervenir au nom de Mind et plus particulièrement au nom du groupe GT62 sur les plateformes collaboratives et les collaborations de plateformes. C'est un groupe ce que je vais vous présenter, c'est les résultats des travaux de à peu près 1 an et demi de recherche sur l'optimisation de la collaboration des plateformes. Alors ça nous a amené beaucoup plus loin, vous allez le voir dans la présentation. Je vais vous faire cette présentation sur une petite demi-heure et ensuite Loïc Roibon viendra vous présenter un exemple d'une plateforme collaborative et de l'intérêt d'une plateforme collaborative, surtout lorsqu'elle peut être utilisée tout au long d'un projet à l'échelle d'une filière. Donc, ce que je vous propose maintenant, et donc ensuite on aura un petit temps d'une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les laisser sur le chat, et puis on pourra y répondre à la fin de la présentation. Donc, comment gérer la donnée numérique en respectant l'ensemble des standards? C'est le titre qu'on a mis à cette présentation. On va aller un petit peu plus loin. Dans la présentation, globalement, je vais vous décrire un peu notre parcours dans le groupe de travail et comment on est arrivé aux conclusions qui vont vous être présentées. Donc la première chose dont on va parler, c'est justement, même si Pierre nous a dit que Mind était vraiment centré sur la donnée, il reste l'humain et la base, c'est quand même les organisations humaines. Comment fonctionnent les métiers depuis la nuit des temps et les organisations humaines. Une deuxième partie va être sur les données qui sont manipulées, les informations qui sont manipulées dans ces organisations et quel a été l'impact de l'arrivée de l'informatique et de la digitalisation. Une troisième partie sera sur la modélisation et la standardisation. Qu'est-ce que ça nous apporte finalement aujourd'hui et quelles sont les exigences qui sont exportées vers les projets depuis
standardisations. Et enfin, je vous présenterai l'architecture de services et les outils numériques qu'on a imaginé comme étant optimales pour répondre à l'ensemble des contraintes qu'on a identifiées. Donc, concernant les organisations humaines, il y a eu de nombreuses théories et de méthodes relatives aux organisations humaines. Elles couvrent à la fois l'organisation physique et le management du travail, mais aussi le management des acteurs d'une organisation. L'artisan, en fait, étant sur un marché étroit, maître de sa stratégie de bout en bout, c'est un petit peu le démarrage, le démarchage du service après-vente. En fait, il est rapidement confronté au travail collaboratif avec ses clients, avec ses fournisseurs. Et qu'est-ce qui fait le fonctionnement du système ici? Ce sont les règles de l'art. Même implicites, elles suffisent pour supporter une collaboration. Si on va un petit peu plus dans l'histoire, on s'aperçoit que l'idée de la spécialisation, elle n'est pas nouvelle. 400 ans avant Jésus-Christ, dans les campagnes militaires, on avait une notion d'organisation, d'une collaboration. Alors, on est dans un système de commandement pour la guerre, mais on a eu des gens qui ont vraiment réfléchi à cette situation. On a eu un petit peu plus tard aussi les diapos n'arrivent pas, voilà, la notion de division tripartite. Et à l'époque, c'était la répartition sur les capacités des personnes, qu'elles soient intellectuelles, physiques ou combatives. L'arsenal de Venise, vers 1200, employait jusqu'à 16 000 personnes, et dans un modèle qui est très proche de ce qu'on connaît maintenant du travail à la chaîne. Donc on voit que c'est aussi quelque chose qui n'est pas récent, même si on l'associe souvent au Fordisme. Attendez, j'ai un petit problème d'affichage. Je vais réduire la fenêtre, voilà. Si ça veut bien, voilà. On a aussi des traces dès le XVIIIe siècle de ce qu'on appelait l'établissage, qui sont des petites unités spécialisées et indépendantes qui ont permis les premiers travails à domicile et les premiers temps partiels dans l'horlogerie. Si on regarde les organisations, on a aussi eu 1880 le Taylorisme, qui était l'organisation scientifique du travail. On a aussi des organisations de style paternaliste qui sont un peu une alternative à l'époque à la carotte et au bâton et qui apportent une sorte de fort gain social, mais avec un prix qui était l'obéissance sans faille au patron. On observe aussi plus près de chez nous, de nous maintenant, le toyotisme, avec la notion du juste à temps, la fabrication au plus juste, ce qui a donné lieu aussi à des concepts comme le lean management ou le just in time, et puis des modèles plus innovants dans les années 50, avec William Edward Deming, qui aura comme phrase, la politique d'une entreprise doit être de développer la connaissance dans un climat de coopération. On n'est plus dans des processus de fabrication, mais plus dans le climat et l'humain. Alors, où on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des standards, la norme ISO 21500 qui définit des projets comme étant des ensembles uniques de processus constitués d'activités qui permettent d'atteindre des objectifs d'un projet. Donc, la gestion de projet peut être considérée comme la gestion d'un ensemble de processus. On a aussi des expériences qui sont nées du spatial et du militaire, où on a besoin d'une organisation, et la notion de système qui est née de ces ingénieries-là. On a aussi voilà, la notion de système qui est illustrée par ce dessin. Lorsqu'on centre la collaboration sur le cycle de vie, on va avoir une autre vision des choses et là on va trouver tout ce qui est de l'ordre du PLM et la généralisation de la collaboration dans un contexte d'entreprise étendue sont des recherches qui ont amené à observer le fonctionnement de l'entreprise et de parler plutôt du pouvoir de partager
l'exploration d'un espace de conception, c'est-à-dire on va ouvrir à la créativité cette fois-ci. Et dans la complexité des organisations, les dernières recherches et les dernières théories qui commencent à déjà avoir quelques dizaines d'années, ce sont par exemple la théorie U qui s'appuie cette fois-ci sur les neurosciences pour piloter des organisations. Donc on voit que dans la complexité d'une organisation, ça peut être intéressant de voir que c'est des choses qui sont très évolutives et qu'on doit nous aussi, dans nos sociétés, s'adapter non seulement à la technologie qui va stocker la donnée, mais aussi à la façon dont on peut travailler ensemble de génération en génération. Alors, on va passer assez vite sur un autre point qui est intéressant, c'est que pour pouvoir travailler ensemble, il y a la notion, et pour pouvoir aussi développer un petit peu les innovations et en profiter, la notion de propriété intellectuelle, qui est née avec la propriété intellectuelle sur des recettes de cuisine au VIe siècle avant notre ère, donc la loi de Sybaris, et puis qui s'est développée petit à petit avec l'idée de tirer profit d'un travail qui aurait permis de faire une innovation. Donc la propriété intellectuelle, aujourd'hui, ça fait partie du contexte, et c'est aussi une contrainte importante sur les collaborations, parce qu'il va falloir gérer cette propriété intellectuelle. Les premiers brevets d'exploitation apparaissent en 1421. La Convention de Paris en 1883 fait l'accord international de la propriété intellectuelle. Donc on a cette fois-ci des structures qui vont gérer ça, comme depuis 1967 l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc concrètement, dans une organisation humaine qui va vouloir réaliser un projet, il va falloir gérer cette propriété intellectuelle, et toutes les données étant aujourd'hui numérisées, il va falloir gérer dans nos données quelque chose qui permette de gérer la propriété intellectuelle. Si on passe aux données et aux informations, on sait que bien avant l'écriture, les informations sont transmises de façon orale à travers des histoires ou des contes ou des choses qui sont racontées et qui permettent de transférer, par exemple à travers le compagnonnage, de l'exemple à l'exemple, oralement à oralement. C'est l'arrivée de l'écriture qui va permettre de formaliser plutôt des accords écrits, des traces d'informations pour éviter la déformation et permettre de travailler ensemble. Mais l'arrivée de l'informatique va amener la donnée numérique. Et la donnée numérique et l'informatique ont vraiment permis un bond technologique, mais ce qu'il faut surtout se souvenir, c'est que la donnée numérique n'a jamais été nécessaire pour que les humains travaillent ensemble. Donc ce qui fait qu'on peut travailler ensemble, c'est la façon dont on va travailler. La donnée n'est vraiment qu'un outil. C'est qu'une représentation de la réalité, et en plus la donnée, elle est dans un format manipulable pour la machine, mais pas forcément toujours facile à comprendre. Donc l'important, c'est de savoir comment on va la communiquer. Les protocoles pour comprendre la donnée et la communiquer vont être importants, mais aussi la description du contexte. On voit dans ces deux images qu'on pourrait tout à fait comprendre la même image de façon très différente en fonction du contexte. Donc ça aussi, c'est un enjeu dans la gestion de la donnée. On n'est pas uniquement sur de l'informatique. Alors, la modélisation et la standardisation, la réalité, on sait qu'elle est complexe, qu'il y a des millions de paramètres qui rentrent en jeu dans un moindre environnement humain, et que de tout temps, on a essayé de se simplifier cette réalité complexe en faisant des représentations plus ou moins simplifiées. Donc, par exemple, un simple dessin pourrait être un premier modèle qui facilite la compréhension commune d'un sujet. Et très vite, on a mis en évidence que, à travers les modélisations, qu'il était très important de séparer la donnée des traitements. C'est-à-dire les données, ce sont des choses, mais les traitements qu'on va faire sur les données, si on les mélange aux données, on va arriver à des soucis d'organisation et d'optimisation. Donc ça, c'est par exemple les modèles Meurice en 1978, et que donc la modélisation des données, la structuration, leur partage, ça a donné naissance à beaucoup de réflexion et à des approches orientées objets, comme le bus Corba en 92, ou l'UML qui est né en 97,
et aussi à des architectures qui permettent d'échanger les données. Les architectures de services SOA, en 2003 avec Fraxem et puis plus récemment avec qui sont aujourd'hui complètement intégrées au web, sont des façons d'échanger les données qui sont en 2003, c'est pas récent, hein, c'est quelque chose qui est très vieux. Le deuxième axe de modélisation de la donnée, c'est de modéliser les métiers de l'entreprise, c'est-à-dire de comprendre, ici on le voit sur le BPMN, qui est un modèle né en 2004 et qui est formalisé en 2008, chaque acteur est sur une ligne et on comprend comment les acteurs échangent entre eux. Il y a des milliers de formes de diagrammes existants aujourd'hui, mais c'est plus facile de s'accoutumer à un diagramme qui a été donc celui-ci assez réfléchi et qui est la norme aujourd'hui pour que tous les acteurs, y compris dans des entreprises différentes, puissent se comprendre sur la façon de travailler ensemble. Donc, si on fait un petit tour du paysage actuel de la normalisation, c'est à peu près 50 ans d'histoire derrière. Et donc la recherche fondamentale des années 60, c'est la base de ce qu'on fait aujourd'hui dans notre système web. C'est-à-dire c'est les recommandations du W3C. Autour de ça, on a eu aussi des constructeurs informatiques qui se sont focalisés sur la modélisation des données, sur les langages, pour optimiser, standardiser les traitements. Et c'est la notion d'objet qui est née sous l'impulsion de l'OMG et qui a donné naissance à l'UML. Et c'est ce rapprochement avec les travaux de la recherche qui ont, alors ça ce sont des constructeurs, hein, les recherches, qui ont donné les protocoles SOA qu'on utilise aujourd'hui. Quand on vous parle de protocole de service, REST ou SOAP, je suis désolé, c'est peut-être un peu trop technique, mais voilà, c'est ce qui arrive derrière. La conception assistée par ordinateur, ça a été un autre domaine avec d'autres acteurs qui ont demandé à ce qu'on puisse plus facilement fabriquer des logiciels, développer des outils. Et donc ça a donné lieu à des modèles comme le STEP, qui permettent de structurer ou d'autres modèles. Et c'est de là que sont nés ce dont on parle aujourd'hui, qui sont les IFC, et qui sont aujourd'hui portés par Building Smart. De cette branche, à travers les besoins de l'industrie, sont nés aussi les principes du PLCS, qui sont aussi d'autres standards, je ne vais pas rentrer dans le détail, autour du cycle de vie des produits. À noter qu'on a eu aussi toute une réflexion sur tout ce qui est cartographique, et l'OGC, les cartographes, ont aussi construit des modèles très très tôt dans l'histoire, et que ces modèles ont donné lieu, avec un rapprochement avec la structuration objet, à des modèles plus construits comme le CityGML. Aujourd'hui, c'est la base depuis 2010. Les métiers, eux aussi, ont eu des réflexions. Il y a eu beaucoup de modélisations différentes des métiers. Ça a convergé aujourd'hui vers le modèle BPMN. Tout ça pour dire que quand on commence à travailler et qu'on voit, par exemple, là j'illustre les projets, quand on veut travailler dans un environnement, on a une multitude de standards qui viennent nous apporter des enseignements, des expériences, parce que les standards ne sont pas nés de rien, ils sont nés de retours d'expérience. Et quand on veut travailler dans le domaine numérique, on a une méthodologie récente qui s'appelle le BIM, qui explique comment on peut gérer de la donnée numérique. Alors, ça peut se croiser avec n'importe lequel des autres standards, finalement. Et quand on va faire un projet, on est en fait dans ce contexte. Et l'IDBE, par exemple, en mars 2020, a donné lieu à un vrai rapprochement entre tout le domaine géomatique et tout le domaine ingénierie de la 2D, de la 3D classique, c'est-à-dire des objets. Donc on voit qu'il y a des convergences, on voit qu'il y a du travail et que ça n'est pas simple. L'architecture aujourd'hui qu'on pourrait imaginer, c'est une architecture qui serait sur le base du cycle de vie des produits avec tous les standards PLCS. Les données étant numériques, elles sont gérées de façon respectueuse de l'Open BIM. Ces données sont échangées sur des structures de services, c'est-à-dire on n'échange plus les données avec des fichiers plats, mais du service. Et ces données concernent différents axes qui sont et donc on peut échanger à travers des plateformes collaboratives, des collaborations entre humains, des données qui sont dans des stockages de données des jumeaux numériques. Donc on commence à voir l'architecture proposée par le groupe de travail, et ces données peuvent être modifiées par des outils de façon indépendante des deux autres blocs.
On revient un tout petit peu sur le contexte législatif réglementaire. Une autre dimension, c'est tout ce qui va être gérer une entreprise. Les NSM, qui sont des normes de système de management d'entreprise, visent à aligner une orientation stratégique d'entreprise avec chaque niveau de l'organisation. Toutes ces normes-là, vous les connaissez. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que ce sont des normes qui sont construites de façon de puzzle, c'est-à-dire que les premiers chapitres de ces normes sont tous rigoureusement identiques et les titres de toutes les normes, de tous les chapitres de toutes les normes sont identiques. C'est juste le contenu qui change. Ça garantit que jamais la 14001 viendra contredire la 55000. Dans la 55000, gestion des actifs, on a effectivement le standard OpenBeam 19650 qui est ici et qui concerne la gestion de la donnée numérique au sein du cycle de vie de nos produits. On voit qu'autour, il y a quand même toute une autre notion qui s'appelle l'asset management qui vient encadrer ce contexte. On ne va pas rentrer plus en détail ici. L'architecture concrètement numérique qu'on propose dans le groupe, c'est de s'appuyer sur la méthodologie BIM de la gestion de la donnée numérique, bien sûr, puisqu'on est dans de la donnée numérique, indépendamment de l'utilisation de la donnée. Et la première brique de la gestion, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des environnements communs de données, dont Pierre parlait dans sa présentation. L'environnement commun de données, ça explique comment la donnée numérique va être travaillée localement au sein de chaque entreprise, partagée entre les entreprises et publiée pour être apportée vers l'utilisateur final, et tout ceci étant tracé à travers un système qui permet de contrôler toutes les évolutions, de suivre le projet. Comment on va, dans ce contexte, travailler? On va, comme on l'a vu tout à l'heure dans les couches, travailler avec des protocoles, une architecture orientée service. On ne va échanger que des services entre les acteurs étant des endroits où on va réfléchir et où on va prendre des décisions entre humains, ce qu'on appelle des plateformes collaboratives, et ces endroits vont pouvoir nous fournir des outils adaptés à notre métier, des endroits où on va stocker la donnée, qui sont des jumeaux numériques, et des endroits où on aura des outils métiers qui pourront accéder à la donnée aussi à travers les services et venir modifier la donnée. Dans cette architecture-là, si on focus sur les jumeaux numériques, ce qu'il faut savoir, c'est que les données stockées vont représenter qu'une représentation partielle de l'ouvrage et qu'on ne pourra jamais représenter l'intégralité de la réalité. Donc c'est très important de garder en mémoire qu'il y a un coût important pour l'environnemental du stockage de la donnée et donc de ne mettre en place qu'une stratégie, très très fine de stockage, d'archivage des données utiles pour le projet. C'est inutile de modéliser la totalité. Ensuite, bien entendu, on doit respecter des contraintes normatives sur les formats, sur la gestion, parce que ça nous permet de communiquer entre nous. Et donc, les jumeaux numériques ne sont pas que des GED d'espace de stockage, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est plutôt des fournisseurs de services. Certes, il y a un stockage, mais il y a un service autour du stockage qui va permettre de délivrer de la donnée de façon intelligente, optimale, à tous les acteurs qui en auront besoin. Donc, si on revient sur la donnée numérique, le propriétaire des données numériques est en fait le propriétaire de la réalité qui est associée à ces données. De la même façon qu'on vous donne les clés pour entrer dans un bâtiment pour refaire la peinture, ce même propriétaire va vous donner les clés pour voir les données numériques qui vont vous permettre de préparer votre action de repeindre le mur. Ça, c'est très important comme concept parce que ça va nous amener à une réflexion sur qui est le propriétaire des données, et ce propriétaire des données est chargé de garder la cohérence permanente entre ce qui représente la réalité partiellement et la réalité. Donc, qui est le propriétaire de la donnée? C'est un point important. Des données qui vont être construites parce qu'il n'y a pas de réalité simple. Par exemple, mesurer la vitesse du vent ou la température d'un espace ou l'hydrométrie. On estime que le propriétaire de la donnée va être la personne qui a construit la donnée. Dans le cas où la réalité existe, un bâtiment par exemple, le propriétaire de la donnée est le propriétaire de la réalité. Mais dans le cas où on a une réalité telle qu'un contrat par exemple, qui relie deux propriétaires, on va avoir nécessité d'un tiers de confiance pour empêcher la falsification de la donnée. C'est ce qui se passe quand vous allez chez le notaire et que vous achetez une maison ou que vous avez vos titres de propriété. On a un tiers de confiance. Et là, donc, on voit qu'il y a bien des données
qui appartiennent à plusieurs propriétaires et que le tiers de confiance va être la clé pour ce système-là. Donc on observe finalement des jumeaux pour chaque réalité. On peut avoir des réalités de type ouvrage, des vrais ouvrages qui existent physiquement. On peut avoir des contrats qui sont des réalités, mais aussi des données d'entreprise qui permettent de capitaliser les métiers pour une entreprise, ou des données de projet qui permettent de gérer un projet, ou des données de capteurs qui vont venir de l'extérieur. L'important quand on va gérer la donnée, c'est que le cycle de vie de l'ouvrage peut être très différent du cycle de vie de la durée réglementaire de conservation des données. C'est-à-dire que les données peuvent avoir une vie beaucoup plus longue et donc on va être peut-être confronté à des obsolescences technologiques, mais de toute façon, c'est le propriétaire des données qui doit gérer et garantir la disponibilité des données tout au long de la durée réglementaire de conservation. Si on vient sur le côté plateforme cette fois-ci, eh bien en fait, une plateforme a pour rôle d'intégrer et d'afficher des données pour qu'elles soient compréhensibles. Là, on voit des diagrammes chemin de fer ou des synoptiques de signalisation ferroviaire ou ici des bâtiments. Ça fait sens pour les gens qui sont des experts du domaine de voir les données de cette façon-là. Tout le monde ne va pas pouvoir, à partir d'une représentation 3D, comprendre ce qui se passe. Donc, on a intérêt dans une plateforme collaborative à s'adapter au métier. L'autre chose, c'est que on a besoin dans ces espaces-là d'échanger des avis, de prendre des décisions, et donc on a besoin d'intégrer des outils qui permettent de collaborer entre nous plus simplement. Des forums, des workflows, des choses de ce genre, qui vont permettre de travailler plus facilement ensemble. Et bien entendu, tous ces données devront être accessibles depuis n'importe quel type de support matériel. Donc si on fait un tout petit exemple ici, une plateforme collaborative va être une plateforme qui va implémenter des processus métiers. Les données vont être récupérées par des acteurs sur cette plateforme, vont être visualisées à travers les droits qui sont fixés par l'environnement commun de données. Les décisions vont être prises et vont être réintégrées dans les données. Ça illustre très rapidement le fonctionnement. Si on reprend ça de façon un tout petit peu plus détaillée, une plateforme collaborative va permettre de visualiser plusieurs types de données, à la fois celle de l'ouvrage qu'on est en train de construire et celle du projet qu'on est en train de réaliser sur cet ouvrage. Donc les décisions qui vont être prises peuvent impacter les deux. Et c'est bien la plateforme collaborative et les acteurs humains qui sont garants de la cohérence entre ces deux informations qui vont être stockées à différents endroits. Une fois que les informations sont décidées, une fois que les décisions sont faites, les outils métiers vont nous permettre de venir modifier les ouvrages et d'indiquer par exemple qu'on a terminé de déplacer le mur de 10 cm. En synthèse, la proposition qu'on a dans notre groupe est une proposition donc sur cœur central de service, plateforme collaborative pour implémenter les différents métiers, jumeaux numériques fournisseurs de services et outils métiers. Ce qui est intéressant de noter dans notre groupe de travail, c'est qu'on a fait un benchmark des plateformes existantes, enfin des outils existants, qui pouvaient être certaines fois des plateformes, des jumeaux, ou même très souvent, des combinaisons de plateformes et de jumeaux un peu mélangées dans le même outil. Et notre benchmark nous a permis de voir où on en était, et on s'est aperçu que, donc c'était pas l'idée de les noter, hein, mais on s'est aperçu que les idées qu'on a développées dans ce groupe de travail étaient déjà plus ou moins anticipées par les constructeurs. Et donc le tableau résultant, en fait, on le voit, il y a quand même beaucoup de vert, ce qui veut dire que par rapport aux critères qu'on a établis, on a déjà un mouvement dans ce sens. Voilà, donc là, je vous affiche très rapidement. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter en étant à peu près succinct pour vous présenter quand même 1 an et demi de boulot. On a de nombreux documents sur Mind. On a une quinzaine de vidéos qui ont été tournées pour expliquer dans le détail chacun des petits chapitres que je vous ai présentés ici. Donc c'est aussi disponible. Et un document d'une 60aine de pages qui explique aussi plus en détail la démarche. Et bien sûr, c'est encore un modèle à challenger. On est conscient qu'il y a encore beaucoup à faire pour peut-être aboutir à cette architecture optimale et quelles étapes on pourrait mettre pour arriver vers cette architecture optimale.
Voilà, Claude, je peux te remettre la main et c'est probablement Loïc, si tu es là, qui pourrait reprendre pour nous présenter donc un Je exemple suis de là. plateforme collaborative et la richesse et l'intérêt d'avoir une plateforme qui permette de rassembler des données de formats très très différents. Ok, merci Christian. Je vais juste avoir besoin des droits pour partager l'écran parce que je les ai pas. Alors, je ne sais pas te les donner, mais je pense que Claude ou je ne sais pas, quelqu'un doit pouvoir je sais pas qui a lancé. Angélique, c'est ça, peut-être? Il y a quelqu'un qui peut nous donner les droits? Allô? Il n'y a plus personne. Bon, bah, je crois qu'on est tous les deux, Christian. Ouais, c'est Bonjour. ça. Non, je vous cherche dans la liste pour vous donner les droits. C'est Loïc Roibon. Voilà, je vous C'est ai Je ça. pense que tu dois la voir, ouais, ici. Voilà, normalement ça doit être bon. Ok, parfait. Alors, tac, partager. Est-ce que c'est bon pour vous, pour le partage de l'écran? Ouais. Ouais, parfait, merci. Bon, déjà, merci Christian pour ta présentation de ce qu'est une plateforme. Moi, mon propos va servir, je pense, d'illustration sur une bonne partie de ce que tu as décrit. Avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Loïc Roibon, je travaille chez Geolith Innov, qui est une filiale du groupe Geolith dans la région grenobloise et qui développe des innovations, et notamment dans le cadre du produit Rimnat que je vais présenter ici sur des produits numériques. Voilà, l'Erimnat finalement s'inscrit dans ce besoin de partager de la donnée 3D, 3D, 4D, et de permettre une collaboration à l'échelle de la filière, parce que finalement on a fait le constat qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Le constat, il est multiple finalement. On a d'une part des technologies qui nous permettent de produire de la donnée massive, qui créent de fait de nouveaux usages, qui trouvent assez rapidement des applications dans le monde de la construction, de la gestion de territoire. Et finalement, derrière ces technologies se posent beaucoup d'implications techniques et notamment une divergence entre ce qu'on arrive à produire et la façon dont on arrive à s'en servir. On a de la donnée qui est produite, qui est massive, qui nécessite des outils coûteux et qui conduisent à une utilisation assez complexe et isolée, alors que les besoins seraient d'avoir finalement des choses plus légères et plus facilement utilisables. Et donc finalement, on a une barrière technologique entre les données produites et les besoins qui conduisent à actuellement une grande partie de perte de données pour finalement pour passer de la 3D à la 2D. Et Rimnat souhaite justement répondre à ce besoin en permettant d'utiliser la 3D et son potentiel tout au long du cycle de vie de la donnée. On a une deuxième difficulté qui relève plus de l'adoption de standards entre les différents acteurs de la filière. On a un besoin finalement de collaboration entre les concepteurs, les bureaux d'études, les constructeurs, mais on n'a pas les outils. Finalement, la plupart des outils aujourd'hui permettent de répondre à un besoin de collaboration entre les personnes qui travaillent dans une entité, voire entre 2 ou 3 entités, mais finalement, dès lors qu'on raisonne d'un point de vue filière, avec une collaboration à tous les niveaux, du constructeur jusqu'au gestionnaire de territoire en passant par tous les bureaux d'études, on se rend compte finalement qu'on commence à parler des langages qui sont assez peu communs et qu'on utilise des standards qui le sont encore moins. Et Rimnat a pour ambition justement de permettre cette convergence entre les besoins en créant des usages collaboratifs. Le fonctionnement, c'est le fonctionnement d'une plateforme web. Donc tout se passe depuis un navigateur Internet, pas besoin d'installer de logiciel. On a un gestionnaire de projet qui permet d'affecter des jeux de données 3D, des utilisateurs, et qui permet à chacun d'interagir avec les données 3D à tout moment depuis n'importe quel appareil. C'est également un espace de collaboration. Quand vous allez sur Rimnat, vous pouvez réaliser des actions, prendre des mesures, faire des analyses, extraire des profils, ajouter des annotations. Mais le but, c'est pas que ça reste pour vous. Le but, c'est que ce soit utilisable par les autres et que ce soit donc partageable en temps réel. Donc c'est un des intérêts aussi de Rimnat, c'est de pouvoir partager ces travaux réalisés entre les personnes. Dans le cadre de la convergence entre les différents univers qui gravitent autour de la construction,
On a également développé plusieurs fonctionnalités qui permettent la convergence entre différents usages. Ici, on a par exemple un scan 3D de la réalité qui a été fait par lasergrammétrie, par photogrammétrie, et le tout est inséré sur un globe 3D avec des données qui proviennent de systèmes d'information géographique 3D. On voit également qu'on peut rapatrier des flux standards utilisés par notamment l'IGN et LBRGM, ce qu'on peut voir ici en drapage sur le globe 3D. On intègre également des données qui peuvent remonter depuis le terrain directement en temps réel. Alors là, ici, on a des capteurs de déplacement, par exemple, qui nous permettent de visualiser des données en temps réel dans un environnement 3D et toujours de manière collaborative. Et finalement, derrière ces usages, le but, c'est de permettre aux clients et donc aux propriétaires de ces données, comme tu le disais, Christian, de rester en possession de toutes ces données qui qualifient ces ouvrages, en lui livrant une maquette numérique 4D, donc qui recense toute la documentation qu'il y a eu au cours de la vie de l'ouvrage. Ça peut être les différentes étapes de la construction au travers de différents scans, ça peut être des photos en cours de construction, des fiches produits, ça peut être des analyses qui ont été menées en cours de construction. Le but étant de capitaliser cette donnée et de permettre aux utilisateurs justement de recenser tout ça dans un espace commun. Voilà, la présentation était assez brève. Je préférais me concentrer sur les éventuelles questions qui peuvent arriver. Et si je me trompe pas, ça permet de faire une transition pour la partie suivante, qui est justement la session de questions-réponses. Je laisse la main. Ce que je constate, c'est que ça illustre bien le fait qu'une plateforme n'est pas le lieu de stockage des données. Toutes tes données sont stockées sur un serveur indépendant. Et la plateforme va permettre la visualisation, rassembler les différents formats, les différents standards, comme tu l'as expliqué. Donc, c'est le sens de l'histoire. Tout à fait. Le but, c'est vraiment d'essayer de développer des usages communs, là où aujourd'hui, on constate beaucoup d'usages assez disparates entre le monde du BIM, du SIG, du bâtiment. Alors, il y a quelques questions. J'ai vu en question, est-ce qu'on dispose des outils open source pour développer ce type de plateforme collaborative? Alors, l'idée de toute façon, dans le groupe de travail GT6.2 et dans tout Mind, c'est de valoriser l'utilisation du côté open. On parle d'open BIM, donc effectivement, si on a des standards de protocole, des standards de conteneurs, et aussi des façons de travailler qu'on peut qui seront pas toutes les mêmes, mais que l'on peut exprimer de la même façon à travers des standards, en expliquant comment on travaille et comment on peut travailler ensemble. C'est l'intérêt. Hein. L'intérêt, c'est de booster le marché globalement pour tous les acteurs et de pas rentrer dans une situation de concurrence, de monopole en tout cas. Donc je sais pas si ça répond complètement. Oui, il y a des outils, il y en a peut-être pas encore assez, hein, c'est clair. Michael qui disait est-ce que le benchmark des solutions collaboratives est consultable? Alors pour l'instant, il est restreint aux gens qui travaillent dans Mind, il est visible pour les gens qui travaillent dans Mind, et de toute façon, il est anonymisé volontairement. C'est-à-dire qu'on sait que chaque constructeur qui est participé au benchmark peut voir ce qu'on a fait avec lui. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est lui qui nous a donné de l'information. Et par contre, pour des raisons de confidentialité, pour l'instant, on l'a laissé de façon anonyme. Comment s'appelle votre logiciel de données? Je pense que c'est pour toi, Loïc. Ok. Alors, si on voit, je sais pas si on voit toujours mon partage d'écran, donc c'est Rimnat, R-I-M-N-A-T. On voit bien ton écran. Oui. Ok. Voilà, donc il s'appelle Rimnat et je me permets justement de rebondir sur ce que tu disais sur le côté open pour rappeler finalement que Geolith Group est également présent dans le projet Mind et c'est vrai qu'on se nourrit également des échanges qu'il y a dans ce cadre pour alimenter la définition de ce produit et de ses fonctionnalités. Les formats utilisés sur Rimnat sont volontairement des formats open, les IFC, des standards tels que les shapefiles,
Et l'intérêt finalement et l'ambition, c'est justement de sortir du giron des éditeurs avec leur format propriétaire qui enferment petit à petit les acteurs dans des workflows et dont il est très compliqué de sortir plus on avance dans le workflow. Notre ambition justement, c'est de surtout pas rentrer et permettre aux utilisateurs de la plateforme de surtout pas rentrer trop massivement et trop profondément dans ces workflows fermés et de rester dans des formats ouverts qui, eux, ont la capacité, et beaucoup plus facilement que les formats propriétaires, de permettre cette interaction à l'échelle de la filière. Une interopérabilité parce qu'on les connaît et on est capable de les rendre interopérables. Exactement. Emmanuel, une question sur est-il possible d'avoir le lien du document Mind? Alors, si ton organisation est dans Oui, Mind, Emmanuel est membre d'un GT, il n'y a aucun problème. il n'y a aucun souci. Donc, File. il faut aller juste sur le GT6.2. Elle est dedans. Je pourrais le renvoyer le lien. Il me laisse son mail. Moi, c'est ouais, chez Je ferai ça. Christian.group. Voilà, tu fais passer. Voilà. Et Rimnat supporte-t-il le CityGDML? Question pour Loïc. Alors, le CityGML, actuellement, non, mais c'est dans la roadmap. Ça fait partie des standards, justement, qui seront intéressants pour la gestion, on va dire, plus large à l'échelle d'un territoire et notamment des maquettes urbaines. On a actuellement des connecteurs avec des formats qui sont assez proches. La fonctionnalité devrait arriver assez rapidement. C'est dans la roadmap, c'est pas encore fonctionnel pour le moment. Oui, si je peux me permettre, ça me semble a priori pertinent. Bon, clairement, d'après ce que j'ai vu, c'est pas uniquement des modèles urbains qui sont traités par Rimnat, mais enfin pour des modèles d'ouvrage, etc. CityGML peut avoir un intérêt. Je ne sais pas, bon, vous avez parlé de Shapefile qui est un standard de facto. Hein, d'une manière générale, vous supportez des données en GML ou non? C'est dans le même. Données... Oui, pardon, je vous laisse finir. Oui, oui. Alors, je vous laisse. Ok, alors le format GML, on l'a mis dans le même cadre que le format CityGML, justement, c'est une extension de nos capacités qui est dans le roadmap mais qui n'est pas encore fonctionnelle. Aujourd'hui, on est plus sur la partie IFC, mais qui de fait va s'étendre vers d'autres formats de maquettage type CityGML. D'accord. Je comprends bien que la priorité soit sur les données BIM. Bon, par contre, j'ai vu que Rimnat avait vocation à intégrer des données à la fois BIM et SIG. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est vrai, donc ça permettrait. Mais sur certains formats, effectivement, on doit encore progresser. Mais bon, clairement, l'hygiène diffuse aussi beaucoup de données en shapefile, hein, donc c'est pas. Effectivement, on s'est branché sur les flux de l'IGN et on en trouve, on voit bien le bénéfice dans ce cadre-là. Merci. Merci à vous. Alors, Issam, si tu peux nous donner la question oralement ou préciser un peu. Bonjour à tout le monde. En fait, on sait que par ailleurs, dans le domaine du numérique, on utilise beaucoup aujourd'hui tous les outils de big data, machine learning, réalité augmentée. Ce sont des outils qui sont très, très puissants. Et donc, ma question, c'est de voir est-ce que l'intégration de ce type d'outils dans votre système est prévue ou non? Dans Rimnat ou dans le côté qu'on a présenté dans le groupe de travail? Dans le groupe de travail. Alors oui, c'est complètement prévu. En fait, le big data, finalement, il y a deux parties. En fait, il y a les lacs de données. Donc ça, il y a une partie qu'on a détaillée là-dessus. Ce sont aussi des données auxquelles on peut accéder. La plupart du temps, si j'ai bien compris ces fonctionnements-là, on va pas afficher ou rarement afficher toutes les données du big data sur un écran pour prendre des décisions, mais ça sera plutôt de la donnée retravaillée par des outils de machine learning ou d'autres outils qui va être affichée sur la plateforme collaborative pour prendre des décisions. Donc forcément les données sont d'un côté, les outils de machine learning vont être des outils dans la brique outils.
quelque part, et ils vont pouvoir manipuler la donnée, synthétiser la donnée, réinjecter ce qui est le résultat de la synthèse. La réalité augmentée, ça c'est vraiment typiquement ce que pourrait faire un outil comme Rimnat. C'est de la plateforme collaborative qui fait la réalité augmentée, parce que la réalité augmentée, c'est enfin, oui, ça peut être sur une plateforme ou sur un outil mobile d'ailleurs, mais c'est d'afficher des données qui sont de la réalité avec des données qui sont des données numérisées autres. Donc de toute façon, c'est forcément une plateforme collaborative qui va faire la juxtaposition de ces données. On peut le trouver sur des téléphones portables en mettant la caméra et des outils qui se juxtaposent. C'est complètement compatible avec ce qu'on a présenté comme structure. Merci. Alors, vous avez dit que le propriétaire de la donnée est le propriétaire de la réalité. Vous ne pensez pas qu'on a besoin de développer une nouvelle notion, la propriété collective de l'humanité, les données, surtout avec l'existence de systèmes, réalité augmentée, analyse de données. Alors en fait, la notion de propriété de données qu'on a développée, nous, dans le groupe, c'est pour savoir où est-ce qu'on allait stocker de la donnée. Parce que souvent, ce qui se passe dans des projets, c'est qu'on va avoir la donnée d'un ouvrage qui va être recopié par exemple, chez un maître d'œuvre pour pouvoir faire des études, qui va ensuite être recopié, rendu au propriétaire de l'ouvrage, qui va être recopié chez l'exploitant pour être travaillé. On a beaucoup de données qui se déplacent en fait. Or, la continuité numérique, c'est justement qu'il n'y ait pas de copie, et c'est aussi que finalement, c'est la donnée qui vit à un endroit. Alors, où peut vivre une donnée? C'est assez évident quand on a un bâtiment et qu'on est propriétaire du bâtiment, on ne va pas laisser rentrer n'importe qui. C'est assez évident que les données qui représentent ce bâtiment appartiennent au même propriétaire que le bâtiment. Pour les données propriété collective de l'humanité, alors je ne sais pas ce qu'on peut entendre par là, mais j'ai parlé tout à l'heure des données de température, par exemple. Celui qui a relevé les données est propriétaire puisqu'il faut bien qu'il les héberge, mais ça n'empêche pas d'avoir 15 personnes qui relèvent les mêmes données si elles n'ont pas confiance dans celui qui les a relevées. Donc il n'y a pas de réelle propriété de la température qui fait à l'extérieur dans ce cas-là. C'est juste la propriété de la donnée qu'on a imagée. Alors je ne sais pas si ça répond à la question ou si je suis à côté de... Oui, merci, ça répond partiellement. Moi, je voudrais dire, si on a, par exemple, dans une ville, parce qu'on travaille dans les villes intelligentes, et on a des systèmes, on a des propriétés. Normalement, quand on récupère les données, même la récupération, si on fait une analyse des données, donc on a produit des nouvelles types de données. Donc, oui. il y a une chaîne de transformation des données. Et chaque transformation, donc les données brutes, les données initiales, sont transformées. Et ils sont transformés avec des outils, avec des personnes. Donc, on a des nouvelles formes. Et normalement, on en profite quand on ressemble ces données. Donc, dans une ville, on a plusieurs sources de données qui sont produites par plusieurs partenaires. Mais on ne peut pas en profiter si on ne ressemble pas à toutes ces données. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'on a une propriété collective de la ville avec les partenaires dans la ville de ces résultats finaux. C'est ça la question. Surtout quand vous avez parlé des systèmes, quand vous avez parlé de UML. Donc, il y a un type de standardisation internationale au niveau de toute l'humanité. Donc, on en profite vraiment de données quand on a cette notion collective. Moi, je pense que si on est toujours avec cette notion traditionnelle de propriété, on ne peut pas profiter vraiment. Par exemple, dans la ville, on a les données qui concernent l'eau et qui est gérée par les gestionnaires de l'eau et de l'électricité. Si on combine les deux ensemble, tout le monde il va en profiter. Mais alors, ça, oui. Je comprends la question, enfin je pense comprendre la question, et il faut distinguer la propriété de la donnée des conditions de son partage.
Par exemple, une société, un organisme qui fait du service public va être propriétaire de la donnée parce que c'est lui qui est... La propriété, c'est être responsable de garder la cohérence de la donnée avec la réalité. C'est ça qu'on lui colle sur le dos. Par contre, on lui demandera aussi, puisque c'est un service public, que la donnée soit libre d'accès gratuitement. Et là, c'est une autre dimension. C'est la propriété. Il y a la propriété intellectuelle, il y a la propriété de la donnée et la façon dont on la partage. Tout ça, ça va se définir contractuellement. Le système, lui, il ne propose que de positionner un responsable de la cohérence de la donnée avec la réalité. Et souvent, ça peut être le propriétaire. Et c'est pourquoi? Parce que cette donnée, elle est censée vivre très longtemps. Donc, qui va garantir pendant 100 ans ou 80 ans que cette donnée continue à être accessible? C'est plus logique que ce soit ce propriétaire. Après, ben voilà, si c'est pour un usage collectif, il y aura peut-être des compensations financières, il y a du contrat, il y a des choses autour. Ok, merci. D'autres questions? Donc, je vois qu'il y a un lien d'inscription pour le webinaire suivant. Profitez-en, il est là, c'est plus facile de l'attraper. Oui, merci Vincent. Très efficace toujours, donc notre partenaire DIS. Donc le prochain webinaire, le titre en plus est très 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 intéressant. En tout cas, moi, il m'intéresse particulièrement. Je ne sais pas si le jeu de mots prévoit qu'on va vraiment parler de ponts ou pas, mais bon, des ponts pour franchir le cap du BIM. En tout cas, c'est un beau thème. Voilà. Oui. Donc, ce sera le prochain webinaire qui donc est très prochainement maintenant. Ça sera le dernier avant l'été. Donc le 2 juillet de 11h à midi. Voilà, ben, merci à tous. Je ne sais pas si Vincent, tu veux ajouter quelque chose. Hop, bonjour quand même. Du coup, j'étais en train de répondre dans le chat, mais en fait, oui, ça va être un retour d'expérience de 2 ponts. Donc, il y a un doublement d'un viaduc autoroutier et le pont de l'Arriveau en Guyane. Et il y aura également Monsieur Berton du CEREMA qui va intervenir pour parler du projet Mind et du groupe de travail IFC Bridge. Voilà, et qui va faire un petit point d'avancement des travaux du groupe. Ah ben super, très bien. Donc je vous invite tous en tout cas à nous rejoindre parce que du coup j'y serai. J'espère que j'irai un jour là à ce séminaire. Voilà. Ben, merci à nos deux participants qui ont fait. Enfin, je trouve que c'était une présentation vraiment intéressante qui montre bien les enjeux et qui montre bien l'avancée aussi des groupes de travail et de la recherche collaborative, tout ce qu'elle peut apporter aussi ces solutions BIM. Et donc, merci à tous ceux qui sont restés connectés jusqu'au bout en tout cas. Nous avons enregistré, donc normalement, il y aura peut-être la possibilité d'avoir un replay pour ceux qui n'ont pas pu rester à la totalité des 2 présentations. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, merci à tous Merci. et puis à la prochaine fois. Donc.